Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de l'art chinois dans cette série de vidéos consacrées à l'art. L'art chinois tel que Gombrich en parle dans son Histoire de l'art avec peut-être quelques précisions supplémentaires, notamment au vu des découvertes récentes de l'archéologie. D'abord pour dire que c'est un art qui commence au moins au troisième millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a environ 5000 ans d'ici, d'après ce qu'on en sait par le site de Erlito. Erlito, c'est un site qui nous renvoie à la probable dynastie Xia, dont on ne trouvait pas, jusqu'à une date récente encore, de traces archéologiques. Alors évidemment, les archéologues sont très réservés sur l'identification de ce site avec l'emplacement qui correspondrait à la dynastie Xia, mais les Chinois sont plus enthousiastes, et en tout cas, il existe bien un site. Je vous mets une vidéo qui vous montre le plan du bâtiment principal de ce site, et vous reconnaîtrez tout de suite dans l'architecture quelque chose qui vous fera penser à la cité interdite. Manifestement, nous avons là manifestement sous les yeux le plan original d'une tradition architecturale qui aura une longue histoire devant elle. Bon, c'est aussi cet art chinois un art funéraire. On pense à l'armée des soldats de terre cuite de Xi'an, les Bingmayong, enterrés là par Qin Shi Huangdi pour ses funérailles, pour l'accompagner dans l'autre monde. Voilà, au départ, alors ça c'était il y a 2000 ans, environ 2200 ans, Qin Shi Huangdi c'est le fondateur de la dynastie qui régnera jusqu'en 215 avant Jésus-Christ, 221-215 avant Jésus-Christ, un court règne, enfin qui vient tout de même couronner une longue carrière politique et militaire, puisque c'est lui qui met à feu et à sang, et puis finalement en ordre, la Chine qui s'était décomposée en une multitude de petits États. Voilà, donc cette histoire de la Chine, cette histoire artistique de la Chine, elle est très longue. De la dynastie Xia, de Erlito, si vous voulez, à Qin Shi Huangdi, il se passe environ au moins 2000 ans. Bien, de Erlito jusqu'à l'armée de terre cuite que vous pouvez visiter. C'est un site archéologique aussi qui se trouve à Xi'an. Eh bien, on a là une longue tradition enracinée dans une histoire politique. Évidemment, c'est un art éminemment politique. C'est seulement au IVe siècle, après Jésus-Christ, que commence l'art pictural chinois. La peinture chinoise, ça commence avec Ku Kai-che. Ku Kai-che, c'est le peintre qui est l'auteur de cette encre que je vous laisse observer quelques instants. Alors vous voyez que c'est une scène morale qui parle des relations entre les hommes et les femmes. On pourra peut-être en faire une analyse approfondie dans une vidéo qui lui sera consacrée. Remarquons simplement que ici, et conformément à la tradition confucéenne qui est maintenant bien installée puisqu'on est au IVe siècle après Jésus-Christ, dans la tradition confucéenne qui est bien installée dans la culture chinoise, il est relativement difficile de séparer le grand art et la morale. L'artiste n'est pas un plaisantin, il est au service
d'une certaine idée des relations sociales et de la relation que l'homme doit entretenir avec, pas simplement avec la société, mais avec l'univers tout entier. Alors, c'est un style particulier. Gombrich dira que c'est un art de la courbe et de l'ondulation. C'est tout à fait pertinent, et je rajouterai que c'est tout à fait conforme au principe de la cosmologie chinoise. Il ne s'agit donc pas simplement de nous parler de morale, mais de l'ordre du monde tout entier. Vous savez que pour les Chinois, le monde est la transformation d'une énergie primordiale qui se métamorphose sans fin et sans interruption. Ces métamorphoses ininterrompues de l'énergie qui se déploie, qui se déroule comme un fil de soie, ininterrompu. Eh bien, c'est ce qu'expriment les traits ondulants de la peinture, les coups de pinceau circulaires, ondoyants du peintre. Donc ici, c'est le fondu de la forme qui nous intéresse et que Gombrich nous invite à observer dans le détail des yeux, des lèvres ou des joues. Et cela nous parle déjà d'une vision du monde et des résonances. Ganyin en chinois, notion très importante dans la philosophie classique chinoise. Cette notion de résonance qui sert à exprimer la manière dont les comportements moraux, qui sont justement illustrés dans cette peinture de Ku Kaichi, résonnent avec l'ordre universel du monde. Gombrich souligne aussi les rapports étroits, l'intimité qu'il y a entre poésie et peinture. Le peintre est poète, le poète est peintre, et cela signifie que le style, la manière de tenir le pinceau et les effets qu'on en tire ne sont pas dissociables du sens. La maîtrise technique du pinceau n'est pas séparable de l'intuition, d'une connaissance que le peintre exprime. Dans cette manipulation, dans cet usage du pinceau, la préparation physique, la préparation personnelle du peintre, sa préparation morale, sa préparation spirituelle ne sont pas séparables de la préparation des matériaux eux-mêmes avec lesquels le peintre peint. Je veux dire le papier, l'encre, la pierre et le pinceau. C'est ce qui fait dire à Gombrich que la peinture chinoise est une méditation. Elle est l'une des formes que peut prendre la méditation, qu'il ne faut évidemment pas réduire à la pratique de l'assise, de l'assise en tailleur, avec les mains posées sur les genoux. La peinture elle-même est méditation. De nombreux peintres et poètes chinois l'ont exprimé à leur manière. Je me contenterai simplement de citer ici ce Chengyu, ce proverbe bien connu de tous les Chinois et puis de tous les étudiants en sinologie, Xiong Chenzhu. Xiong Chenzhu, ça veut dire qu'à l'intérieur de la poitrine, il y a un bambou. Référence à un poète et peintre dont nous reparlerons, qui s'efforçait de sentir pousser dans son cœur, dans sa poitrine, les bambous qu'il allait peindre sur son papier ou sur sa toile. Voilà, donc parler de méditation ici, c'est parler d'empathie, c'est parler d'un effort par la méditation pour se mettre à la place des choses, pour sentir la vie qui coule en eux. C'est parler d'un effort pour vivre dans l'unité avec le réel. C'est un art qui, dit Gombrich, cet art chinois, assiste la pratique de la méditation et qui est lui-même méditation. Il est lui-même méditation et il n'est pas la simple illustration, comme l'avait voulu au même siècle ou à peu de choses près
de l'autre côté du globe terrestre, Grégoire le Grand, cet art n'est pas simplement l'illustration pédagogique d'une doctrine. Il est lui-même pratique de la méditation. Voilà, je crois que c'est par cette recherche de l'unité que l'art chinois touche à quelque chose d'universel, et c'est pour explorer cette universalité, c'est pour explorer les méthodes qui peuvent nous permettre de nous approcher de cette expérience de l'unité, que je vous invite à nous retrouver pour une prochaine vidéo sur l'art, ou sur l'art chinois en particulier, parce que je crois que là on a beaucoup de choses à découvrir encore. À très bientôt.